Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de cette émission hebdomadaire que nous faisons plaisir de vous accompagner avec à travers des différents sujets de débat. Nous allons parler aujourd'hui des conflits intercommunautaires au Tchad. Nous allons faire l'état des lieux et surtout proposer des pistes de solutions. Les conflits intercommunautaires sont de plus en plus violents, meurtriers, notamment dans le Sahel. Ce phénomène prend de l'ampleur inquiétante ces derniers temps, donc ici au Tchad également. Quel état des lieux peut-on faire des conflits intercommunautaires au Tchad? Quelles en sont les conséquences et surtout quelles solutions efficaces et définitives pour enrayer ce phénomène? Autant de questions auxquelles nos invités vont répondre au cours de ce débat. Et autour de cette table, nous avons reçu comme invité à ma droite M. Haroun Moussa. Il est le secrétaire général du ministère de l'élevage. À ma gauche, Sa Majesté Tamita Didinga. Il est là pour la seconde fois. Il a accepté encore de participer à cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'il est président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles et président de l'association des autorités coutumières traditionnelles du Tchad. Et à l'extrême droite, nous avons un enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de N'Djamena. Il s'agit de Dr Adamou Oué. Lui aussi vient pour la deuxième fois participer à cette émission. Et c'est un plaisir de vous retrouver autour de cette table pour débattre de cette question. Mesdames, alors, première question, quel état de lieu peut-on faire des conflits intercommunautaires au Tchad? Je me tourne vers Sa Majesté. Merci. Je pense que les conflits sont bien connus au niveau de notre pays. Et si nous en discutons aujourd'hui, ce serait une très très bonne chose. Les conflits sont inhérents à tout regroupement des humains. Quand les hommes se mettent ensemble, il y a frottement, il y a des intérêts et ça déclenche des conflits. Et donc les hommes ont toujours recherché les mécanismes et les méthodes pour trouver, disons, des solutions à ces conflits-là. Et les facteurs liés, disons, à ces conflits sont multiples. Il y a des facteurs dont les hommes n'ont pas de prise, des facteurs exogènes qui font qu'il y a des conflits, notamment la désertification, Oui, le changement climatique, l'augmentation de la démographie et l'augmentation du cheptel. Et il y a des facteurs, disons, dont nous avons beaucoup plus la maîtrise, mais que vous avez évoqué, notamment l'injustice, l'iniquité, les népotismes, voilà, tout ce que le facteur humain entre également, disons, en droite ligne, disons, dans les différents conflits que nous connaissons. Les hommes qui ne s'acceptent pas, voilà. Et tout cela fait que les conflits, disons, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qui font que les conflits, disons, ont des facteurs, disons, multiples. La gestion, par exemple, des ressources naturelles. Tout ça, la gestion, la répartition, la gestion des terres, l'accès à l'eau, l'accès au pâturage, tout cela font que, véritablement, nous avons de sérieux problèmes par rapport au conflit dans notre pays et il faut trouver, disons, des moyens pour y faire face. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'élevage, est-ce qu'il y a des causes spécifiques aux Tchadiens? Est-ce qu'il y a des pratiques particulières ici chez nous qui font que ces conflits deviennent de plus en plus récurrents? Merci Monsieur Zoutan et merci déjà pour Onama de nous donner cette occasion de donner notre point de vue sur cette question qui, d'un point de vue, devient une préoccupation nationale ces derniers temps. Et donc, à juste titre, il faut effectivement essayer de partager pour voir quels sont les tenants et surtout comment faire pour la suite pour réduire, si possible, les tensions. Je voudrais d'abord souscrire au point de vue de Sa Majesté quand il parle effectivement
et la caractérisation de cette situation de tension. Évidemment, hein, il y a déjà des divergences de point de vue autour d'une chose, hein, parce qu'on ne se lève pas pour être en conflit avec quelqu'un. Bien entendu, même si on se rend compte que parfois on est en conflit avec soi-même, mais c'est autour de quelque chose, hein, même si c'est un conflit personnel. Des conflits d'intérêts. Voilà, donc il y a ça. Après, pour ce que vous demandez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des causes plausibles? Tout à l'heure, Sa Majesté parlait déjà de la question, par exemple, des ressources naturelles. Vous voyez, vous savez que le système agraire tchadien, hein, il est marqué justement par une agriculture itinérante, mais aussi l'élevage sous diverses formes, hein, qui va donc de la pratique à l'étable jusqu'à la pratique transhumantes. Mais n'oublions pas aussi d'autres besoins. Et on verra bien les activités d'herboculture, tout ça. Et qui, en réalité, tous se reposent sur une seule ressource, la terre. Après, ça bute un peu sur des perceptions, vous voyez. Chacun, quand on a parlé tout de suite des pratiques agricoles, des pratiques pastorales, d'herboculture, chaque acteur qui pratique cette activité de manière spécifique a une perception sur ce que représenterait la terre, sur ce que pouvait considérer l'autre sur sa situation. Là, ça, je crois que c'est extrêmement important et du coup, il faut se rendre compte de comment l'autre il voit cette ressource terre, comment l'autre voit de la manière dont celui-ci conduit les activités. Donc moi, je crois que c'est autour un peu de perception aussi, hein, adossé aux cultures, à la culture et aux us. Parce que ça, nous allons revenir là-dessus, M. Zoutane, mais c'est des éléments extrêmement importants. Merci. Monsieur Adamou, docteur Adamou, est-ce qu'il y a des causes qui relèvent un peu du vide juridique ou bien du manque d'application des textes juridiques dans notre pays? Alors, moi, je pense que situer la question des conflits dans le cadre de la mise en place des dispositions constitutionnelles ou réglementaires serait peut-être un jeu d'enfant. Parce que, voyez-vous que le conflit, d'abord, n'est rien d'autre qu'une rupture qu'il y a entre les individus par rapport à une stabilité. Et cette rupture, elle est latente et en même temps, elle est ouverte. Le conflit peut être ouvert ou il est latent. Mais le conflit latent, il est, comme l'a dit, c'est une récurrence. C'est quelque chose dont on vit avec. C'est ça le latent. Mais lorsque ce conflit éclate, il devient ouvert, il faut donc chercher à voir ses causes. Et ces causes ne peuvent pas se retrouver dans la loi. La loi ne dit pas qu'il faut créer des conflits. Au contraire, la loi protège les individus, elle protège la vie humaine qui est sacrée, d'ailleurs consacrée par les textes internationaux. On pourrait parler de la charte de 1787, des déclarations universelles des droits de l'homme, qui protège l'homme, consacrée par la charte des Nations Unies, par comment on appelle, la charte de l'Union africaine et des droits humains. Et cela est réaffirmé dans notre Constitution. Donc la vie humaine, elle est sacrée. Et le fait, n'est-ce pas, de mettre en péril la vie d'un être humain en lien avec un intérêt. Parce que situer les causes des conflits communautaires au Tchad, c'est les situer dans une analyse polyarchique. Il n'y a pas une cause essentielle, il n'y a pas une cause précise de ces conflits communautaires. À vous entendre, hein, c'est comme si parmi les causes les plus récentes, il y a la culture, il y a l'aspect communautaire qui influence un peu sur la vie et la cohabitation entre les différentes communautés tchadiennes. Et est-ce qu'au niveau des autorités traditionnelles, vous avez aperçu cet aspect de la question? Bon, moi je pense que c'est un des aspects. C'est un des aspects comme il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et je dirais que l'aspect fondamental, il ne faut pas l'oublier. Quand on a parlé, disons, de la croissance exponentielle de la population et du bétail, ça joue également un rôle très important dans ce type de conflit. Je dis quoi? Je dis que la population du Tchad était à l'indépendance 3 millions. Nous sommes maintenant autour de 17 millions. C'est-à-dire qu'on a multiplié par plus de 5.
La croissance du cheptel, le bétail était aux indépendances 8 millions. Je parle sous le contrôle du secrétaire général du ministère de l'élevage qui est là. Et nous sommes actuellement à plus de 100 millions, toutes espèces confondues, multiplié par plus de 10. La superficie du Tchad qui est de 284 000 km n'a jamais changé. Et encore, on a parlé, disons, de la désertification et puis du changement climatique qui a influé négativement sur le couvert végétal. Et encore avec la pression humaine, coupe du couvert végétal, du bois pour le charbonnage et autres, on a complètement divisé par 2 ou bien par 3 tout le potentiel végétal qu'il y avait. Au départ, on a très peu d'hommes et très peu d'animaux. Maintenant, ça a été multiplié. Il y a une croissance exponentielle. Et au même temps, les réserves ont particulièrement été complètement diminuées par la crise, disons, de la biodiversité. On a tout nettoyé. Prenez l'exemple. Dans les années 70, quand on allait au village en vacances, quand on était encore jeune, 70, 75 même, hein, tu prends le véhicule, tu traverses le goudron, tu vois, les arbres bordaient le goudron. Les arbres bordés. On a même eu des accidents d'éléphants à Mandélia. Mandélia, à 50 km. Mais maintenant, 30 ans plus tard, si vous reprenez le même chemin, vous n'avez rien. Tout est ouvert. Tout a été enlevé. Les arbres ont disparu. Le pâturage a disparu. Les cours d'eau, les mares qui étaient là parce que protégés par le couvert végétal clair, tout cela a disparu. Mais oui, il n'y avait pas assez d'animaux. Maintenant, le nombre a été multiplié par 10, par plus de 10, et maintenant il n'y a plus rien. Même pas un rat. On ne peut même pas trouver un rat, alors qu'avant on trouvait des éléphants. Donc ça, c'est un facteur éminemment important par rapport à la gestion, à l'accès et à la gestion des ressources naturelles qui ont fait qu'on se retrouve maintenant devant des problèmes, disons, insupportables. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y a également l'influence de l'homme. On a dit également que le comportement des hommes, il y a eu une certaine mutation dans le comportement des hommes. Parce que la population a augmenté, les mentalités ont changé parce que les populations se brassent et il y a un aspect d'intolérance. Parce que si on veut construire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'État-nation, le Tchad d'État-nation, il faut accepter l'autre. Il faut d'abord commencer par construire l'acceptation des différents groupes. C'est cela, comment voulez-vous qu'on construise le Tchad d'État-nation? Mais si on ne s'accepte pas, on va obligatoirement rentrer en conflit d'intérêts. Et rentrer en conflit en termes, disons, d'accès aux ressources, en termes, disons, pour le pâturage, pour l'eau, pour également ce comportement d'accaparement des terres. Parce qu'il y a des individus qui prennent des centaines d'hectares alors que les pauvres populations qui étaient habituées, disons, à cultiver ces terres-là ont perdu, disons, leur, disons, potentiel alimentaire. Et donc, c'est tout cela qui fait que il y a des facteurs, disons, dont nous n'avons pas le contrôle. Il y a des facteurs également dont nous avons le contrôle. Quand quelqu'un va pour prendre 100 hectares, c'est que c'est lui qui a l'origine. Et quand on lui donne cette possibilité, il y a l'origine, disons, de faire en sorte que des problèmes existent. Et donc, si nous devons penser, et on est encore loin par rapport aux méthodes, disons, aux solutions, tout ça, on va y venir. Mais ça, c'est des aspects très, très importants. Qui font que, et les chefs traditionnels, comme nous le sommes, nous sommes à la base avec les populations. Nous vivons avec les populations à la base. Et nous sommes l'interface entre les populations et l'administration. Et nous connaissons le vécu quotidien de toutes ces populations. Quand ces conflits surgissent, nous sommes les premiers à être impactés. Et donc, ce que nous voulons, nous, les chefs traditionnels, c'est de faire en sorte qu'on minimise, disons, les facteurs qui peuvent engendrer des conflits. Et s'il y a des conflits, malgré tout ça qui arrive, nous devons tout mettre en œuvre pour rapidement y trouver des solutions. Parce qu'il y va de notre honneur, de notre dignité et faire en sorte que les Tchadiens puissent vivre en paix dans
dans les circonscriptions dont nous avons le contrôle. Et est-ce qu'on peut situer les responsabilités dans ces conflits pour avancer un peu? Par exemple, si les textes étaient là, on appliquait normalement les textes, on anticipait sur l'augmentation du nombre de bétail et avec cette population qui devient de plus en plus croissante. Et si on a essayé de revoir un peu les couloirs de transhumance, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ou du moins se limiter les conflits, surtout que ces conflits ces derniers temps se soldent par des morts d'hommes, de nombreuses pertes en vie humaine. Monsieur le secrétaire général. Merci. Je vous vois venir, monsieur Soutane, avec cette question de conflit agriculteur-éleveur. C'est une question de situer les responsabilités. Tout à fait. J'ai eu déjà, donné un point de vue déjà sur cette question d'autres contextes. Moi, je ne m'inscris pas trop sur cette qualification agriculteur-éleveur pour éviter d'arriver sur une situation de rupture entre l'agriculture et l'élevage qui, de mon point de vue, doivent être conduits dans la complémentarité. Un agriculteur a besoin absolument de l'élevage, ne serait-ce que pour déjà amender son champ et tout, et pour d'autres besoins. Et l'autre en a besoin également, celui-là, puisque fondamentalement, on va dire que la terre appartient aux premiers occupants. Ça, je n'occulte pas votre question sur le texte, on va y revenir, mais puisqu'on va considérer que la terre appartient aux premiers occupants, et donc, entre guillemets, à l'agriculteur, l'autre n'a pas intérêt à aller loin de lui, si ce n'est pas de trouver un compromis pour qu'effectivement lui aussi, il trouve un espace pour conduire l'autre. Moi, je voudrais aussi venir un peu sur le point de vue de Dr Adamou, la question de culture, mais déjà, je profiterai pour rappeler que les conflits, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, on ne va pas prendre repère 2000. Non, moi je crois que si on essaie de faire des profils historiques, moi je me suis intéressé un peu à des situations des années 40 et j'ai dû noter par exemple un travail qui a été fait dans ce sens avec un conflit, mais entre les éleveurs, donc avec, ça c'est dans les années 47, avec 70 morts. Mais ça, c'est autour d'un puits. Déjà, j'anticipe pour parler que ce n'est pas le couloir seulement qui veut poser. Là, le problème des puits également. C'est le puits. Donc, en réalité, c'est par rapport au contrôle des ressources. Et c'est là où on doit insister pour dire que les perceptions sont un peu à la base. Dans certaines communautés, puisque le Dr Adamou, il avait peu, je crois, fait un peu cette entrée-là. C'est le rapport de force, c'est la loi du plus fort. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Quand il parle de vengeance, ça s'inscrit un peu dans cette dynamique-là de rapport de force. Mais après, on va voir, même des enfants, quelqu'un qui va terrasser son ami, mais celui qui est en bas, il va dire, mais si je me lève, tu vas voir. C'est vrai qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas d'être terrassé. Pour rappeler Toubani Touré qui disait la défaite n'a pas de parents. Le problème est assez nouveau. Personne n'accepte la défaite et du coup, il essaie de mobiliser d'autres moyens, d'autres stratégies individuelles, collectives pour, si c'est se venger, mais montrer aux autres que moi aussi je suis comme ça. Voilà. Oui, et donc, c'est le contrôle des ressources. Ça, je parlais un peu éleveur agriculteur. Mais finalement, dans la dynamique, moi je crois que c'est un peu toutes ces mutations que l'honorable avait rappelées. Du coup, si on va rester sur les activités d'agriculture et d'élevage, on voit bien que ça a dû glisser l'élevage dans sa pratique. Aujourd'hui, ça a contaminé les activités minières. Tout à fait. Donc, dans sa pratique majoritaire, puisque je parlais que même les deux activités ils sont pratiquées toujours de manière extensive. D'année en année, on se déplace pour occuper l'espace. Cet espace qui est resté le même. Mais après, on voit que les statistiques montrent plutôt cette expansion tant du point de vue superficie enveloppée. C'est pas parce que les gens veulent cultiver beaucoup, c'est pas parce qu'ils veulent occuper là, c'est parce qu'ils ont des objectifs de production en rapport avec leurs besoins. Quand sa source de revenus, je vais parler de celui qui fait l'agriculture, quand sa source de revenus ne pourrait venir que de son produit agricole,
avec le changement climatique, avec d'autres facteurs qui peuvent effectivement aménager, mais il ne pourra, la seule solution pour lui, qu'est d'étendre sa superficie. Sans faire exprès, sans provoquer, sans dire que oui, mais j'ai fait ça, si l'autre n'est pas d'accord, voilà. Non, c'est pour répondre à ces objectifs de production. Du coup, on assiste plutôt à un empiètement sur l'autre. L'autre peut être celui qui conduit les animaux dans cet espace-là, mais qui va aussi dire, mais pourtant, longtemps, nous, on pense qu'ici, c'est réservé quand même pour les animaux. Vous voyez? Et donc, de fil en aiguille, on assiste finalement à une compétition, voilà, et qui, après, va s'accouter sur les perceptions, une fois de plus, de qui a droit, par exemple. Et du coup, voilà. Maintenant, pour revenir sur les textes. On a bien des textes qui régissent normalement les ressources naturelles. Globalement, on parle toujours des lois de 67. Là, il y a la loi 23, 24, 25 sur les ressources. Mais est-ce que tout le monde a eu accès au contenu de ces lois? Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles sont adaptées au contexte actuel, marqué justement par cette démographie? J'allais vous poser cette question. Est-ce que cette loi est encore qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça si implicitement nous reconnaissons qu'effectivement ce n'est plus d'actualité puisque... Mais qui a fait ces textes-là? On va dire qu'on est dans les années 67, donc post-colonial, donc ce serait des cadres nationaux. Mais à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment un texte produit de manière individuelle? Si ce n'est pas un habillage national seulement, entendu que ça pourrait être effectivement de la récupération de l'ancienne administration coloniale, alors je m'empresse pour parler de cette question de terre vacante et sans maître. La terre appartient à l'État. Vous voyez, dualité avec terre appartient aux premiers occupants. Vous voyez, la notion de propriété, finalement, est-ce qu'elle est opportune en ce moment de dire elle appartient Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont là et qui, d'un point de vue, nécessitent de se faire évoluer pour prendre en compte le contexte actuel. Alors, pour prendre en compte la situation actuelle, je pense que ça serait une bonne chose d'aller très vite pour limiter les dégâts. Alors qu'en ce moment, les conséquences sont énormes, docteur. Mais moi, je voudrais revenir sur la situation du nombre de la démographie, que ce soit démographie humaine ou animale. Je pense que ça n'a rien à voir avec les conflits. Parce que, voyez-vous, la Chine, c'est combien de milliards de personnes? 5 milliards. La France, c'est combien? C'est 60 quelques millions de personnes sur une petite surface. Le Tchad, c'est 1 184 000 km². Nous avons assez de terres. C'est plus de 4-5 fois la France. Mais cette question de conflit communautaire lié à l'agriculture et à l'élevage ne peut qu'être qu'une question de la gestion, effectivement, de ces ressources. Entre les éleveurs eux-mêmes, il y a un conflit. Il y a des conflits communautaires entre les éleveurs. Alors vous allez attribuer cela à quoi? Il y a des conflits communautaires entre les agriculteurs eux-mêmes. Vous allez l'attribuer à quoi? C'est une question de gestion. Moi, je pense que les pays les plus développés, les pays qui se sont développés, qui hier étaient des pays sous-développés, se sont développés effectivement, ont assis leur développement sur la production agricole et de l'élevage. Et cela ne se fait que par une organisation, une gestion du ministère. Nous avons le secrétaire général du ministère de l'élevage qui est là. Il faut organiser plutôt les agriculteurs. Si nous avons mis en place le mécanisme de la transhumance et que ça a échoué, il faut chercher à avoir une autre organisation, mettre à la disposition des éleveurs et des agriculteurs des ranches. Il faut que les éleveurs se mettent dans les ranches, puisqu'aujourd'hui l'élevage est fait beaucoup plus par les administrateurs, que ce soit les administrateurs militaires ou civils. Ce sont ceux-là qui sont les tenants de ce cheptel. Alors l'État, comme vous l'avez si bien dit, la terre appartient à l'État. Il appartient à l'État de l'organiser. Il appartient à l'État d'organiser son économie. Avec que l'agriculture, on dit, c'est la base. Et l'élevage sont les deux mamelles de notre économie. Il faut l'organiser. Organiser les paysans, organiser les agriculteurs, les éleveurs, à mettre en place des ranches pour ne pas que ces animaux sortent pour aller détruire les champs. Parce que, vice-versa, les deux appartiennent, n'est-ce pas, au poumon. C'est le poumon de notre économie. Donc, moi, je pense que c'est cette manière qu'il faudra organiser ces choses, parce que la loi, comme je vous l'avais dit, la Constitution garantit la propriété. Et cette propriété doit être protégée en même temps par tout citoyen. La propriété est garantie par la loi, la Constitution, et cette propriété aussi doit être protégée par le citoyen.
Alors donc, la loi ne permet pas que vous détruisiez les biens de l'autre. Le bien de l'autrui doit être protégé par vous-même, même si ça ne vous appartient pas. De ce point de vue, la loi n'a rien à foutre. C'est une organisation administrative, une gestion de l'État, de ses ressources. Et bien entendu, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage doivent être des ministères, et même aujourd'hui, comme il a dit, l'environnement doit être un seul ministère, et puis il y aura des départements, le département de l'élevage, ou bien secrétaire d'État à l'élevage, secrétaire d'État à l'agriculture, secrétaire d'État à l'environnement, sous un seul ministre, pour canaliser les esprits et organiser les choses. Mais quand vous avez 3 ministères pour la même chose, c'est-à-dire la cohésion pacifique, pour le bon vivre ensemble qu'on a toujours l'habitude de le dire, ces 3 ministères, si on en fait un, avec des secrétaires d'État, chacun à sa charge, ils vont donc s'occuper de cela parce que c'est la mise en commun de ces trois domaines-là. Et quand on les met ensemble, on va donc avoir un seul ministère, un grand ministère, avec des secrétaires d'État qui vont donc organiser chacun en ce qui le concerne de la gestion efficace et efficiente de ce qui nous pose là aujourd'hui. Et donc c'est comme ça comment je pense, parce que si on a mis en place une loi qui encadre les choses et que dans la pratique, on ne parvient pas à la réaliser, il faut la revoir. Et revoir cette chose, c'est vraiment organiser les paysans à s'occuper de leur agriculture dans les périmètres qu'ils ont et organiser les éleveurs surtout à créer des ranges pour empêcher les animaux de sortir, sinon on n'en sortirait jamais. Monsieur le secrétaire général, vous voulez réagir avant de revenir à vous? Oui, voilà, justement, je voulais rappeler à mon frère Adamou que les activités, c'est les choix. L'État ne se positionnera jamais pour dire désormais c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois c'est pas rationnel déjà de mon point de vue. Et le ministère, que ce soit de l'élevage, de l'agriculture, de l'environnement, c'est juste un accompagnement des producteurs. Mais la question qui se pose ici, c'est par rapport au foncier, de mon point de vue. Et donc, il y a un autre acteur que vous n'avez pas cité, le ministère des Affaires foncières, et qui, effectivement, est bien conscient de cette difficulté et qui, aujourd'hui, est en train d'avancer un peu. Il y a un travail qui est lancé pour l'élaboration de la politique nationale foncière. En réalité, c'est ça qui nous manquait. Et le tout, après, reviendra dans un exercice à faire en termes d'organisation spatiale, parce que, au lieu de parler de ces personnes-là, mais sur le plan organisationnel et stratégique, même au sein d'une province, mais que les gens disposent d'un instrument de planification. Qu'ils arrivent à dire, bon, mais pour 10 ans, voilà comment on entend voir notre espace, peut-être décider sur des vocations. De ce côté, voilà, il peut être réservé prioritairement pour tel type d'activité, et de l'autre, de manière à ce que, puisque l'espace, il va rester celui-là, géographiquement, à moins qu'on puisse faire un travail, je ne sais pas, mais voilà. Oui. Donc, ça, je voudrais simplement rassurer que le ministère, c'est un peu cet encadrement technique-là de comment faire en sorte que j'arrive à maîtriser les contraintes d'ordre sanitaire, de production et tout ça, mais pas l'organisation de l'espace, ni imposer un mode de gestion, par exemple, ou un système de production à des communautés. Sa Majesté, vous voulez réagir sur la question? Justement, quand on parle, disons, de l'augmentation, disons, exponentielle, disons, du bétail, on tient compte, disons, de nos systèmes de production. On a des systèmes de production extensifs. Et donc, on ne peut pas comparer deux choses qui sont dans des systèmes de production opposés. En Occident, en Chine, aux États-Unis, ils ont un système de production intensif, hautement intensif, qui fait des grandes productions sur de toutes petites superficies. Ce n'est pas le cas. Notre cas, il faut produire, disons, exploiter des grandes superficies pour avoir, disons, des rendements très petits. Oui, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de développer la technologie? Et c'est justement là où on va en venir. C'est là où il faut surtout quand revoir. le docteur Adamou parlait de la superficie, disons la superficie. C'est là où j'arrive. Il faut revoir, disons, nos paradigmes en termes de production. Il faut changer nos systèmes de production. Aller, disons, vers des systèmes de production beaucoup plus contrôlés. Je dis des systèmes stables avec, disons, pour des familles, disons, des petites familles, des familles moyennes et des grandes familles. Et donc, les superficies peuvent changer. Par exemple, si c'est une famille, disons, de 2 à 3 personnes, vous avez, disons, 5 hectares. Et ces systèmes-là vous permettent, disons, de contrôler les semences que vous utilisez, de contrôler, disons, les intrants, en utilisant même, disons, la matière organique,
qu'on met, disons, pour donner, pour non seulement changer la structure du sol, mais pour enrichir le sol. Et ça vous évite d'aller d'un espace à l'autre, d'une parcelle. Aujourd'hui, on débroussaille ici, demain, on débroussaille là-bas. Donc, ça vous amène même, disons, à mieux gérer, disons, l'environnement et à mieux gérer l'espace. Donc, vous avez ça, vous mettez, disons, des systèmes d'assolement, des systèmes de rotation de culture, en intégrant, disons, des semences améliorées et en intégrant, par exemple, rien que les déchets, disons, du bétail. Avec, disons, en faisant du compostage qui permet, disons, de rendre la parcelle beaucoup plus, disons, acceptable pour donner des rendements un peu plus influents. Donc, de cette manière, on peut avoir, disons, des exploitations de 2 hectares, de 5 hectares, de 10 hectares en fonction de la taille des ménages. Mais là encore, c'est des systèmes à réfléchir et à mettre en œuvre. Ce n'est pas des systèmes compliqués, c'est des systèmes qu'on peut développer très, très rapidement. Et ça nous permet maintenant, en même temps, de gérer le système d'élevage autrement. Là également, il faut revoir, d'une certaine manière, le système d'élevage qui est basé uniquement sur le système pastoral et qui fait que, bon, il y a des transhumances, il y a des machines de déplacement de bétail d'un endroit à l'autre. Donc, il faut réfléchir, disons, à ces systèmes, disons, de production qui nous permettent de donner du potentiel à notre production et qui nous permettent également d'avoir, disons, des pressions moindres sur l'environnement. Oui, donc, là, vous abordez déjà l'aspect concernant les solutions et on peut avancer sur cette voie. Quelles sont les solutions à court, moyen et long terme pour qu'on puisse d'ici peu enrayer ce phénomène de conflit intercommunautaire au Tchad, monsieur le secrétaire général. Oui, juste, je voulais un peu reculer pour clarifier le concept d'éleveur. Parce que quand on parle d'éleveur, on voit le pasteur, on voit celui-là avec une centaine de têtes qui se déplacent. Mais l'éleveur, c'est toute personne qui élève des animaux. Mais celui-là a des animaux qui doivent aller pâturer. Mais ils ne vont pas aller pâturer dans son champ. Puisqu'on va dire fondamentalement, cette activité, il l'amène en appoint de son activité principale, qui est celui de faire, par exemple, des céréales. J'ai eu à mener une réflexion un peu au sud du pays, et quand j'ai discuté avec des gens, il y a un monsieur, finalement, qui s'est rendu compte un peu de nos discussions, et pour dire, en réalité, moi j'ai des problèmes, puisque j'ai une dizaine d'hectares de champs, mais j'ai aussi une soixantaine d'animaux. Et le problème qui se pose, c'est que chaque année, c'est mes animaux qui détruisent mes champs. Ils se trouvent dans un espace un peu pas organisé. Et à un moment donné, si les animaux doivent aller accéder vers le fleuve, mais il n'y a pas de passage, la question de couleur dont vous parlez. Donc, les gens n'ont pas pensé à ça. Et au fur et à mesure, on assiste finalement à l'émergence d'un vrai élevage. Quelqu'un qui avait simplement 2-3 animaux en termes de baies de culture à télé, et se retrouve avec un effectif d'élevage véritablement d'une cinquantaine. Et ces cinquantaines posent problème. Alors, est-ce qu'en termes de solution, finalement, on n'est pas plutôt invité à réfléchir sur l'organisation de notre espace? Et je crois pour pourtant, toutes les autres, plusieurs réflexions, non? Toutes les autres, retrouvé plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on n'applique pas parfois les recommandations? Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que quand j'insiste, nous, dans le cadre un peu d'accompagnement au niveau de certaines provinces, on est arrivé à appuyer donc les comités provinciaux d'action à élaborer des stratégies de développement agro-pastoral. Quelque temps, on vient en mission donc, de suivi, supervision. On en parle justement de ces documents-là et on se rend compte que c'est finalement un rapport qui est mis sur le tiroir. Ce n'était pas sa vocation première, qui est celle de disposer d'un instrument de planification. Pour nous, en fournissant cet appui-là, c'est pour dire si, puisqu'on va toujours avoir des investissements, s'il y a des investissements, le CPA, qui est donc chargé un peu de donner des orientations à l'échelle de la province, est censé dire, bon, mais là, l'état du lieu nous montre très bien les investissements qu'on en a et donc l'emprise qu'on en a sur notre territoire. Vous, cet appui important qui vient en termes d'investissement, essayez de le planifier de ce côté. Et donc,
dans cet instrument, on a une cartographie qui montre bien et qui montre effectivement l'emprise sur le sol. Et ça devait donc permettre, dans le futur, effectivement, de maintenir ces deux activités. Puisque on en a toujours dit que notre économie s'appuie fondamentalement sur les deux activités, et ça on ne discute pas. Mais c'est pour ça où je me rappelle d'un de vos collègues au cours d'une séance qui dit, écoutez, on parle de l'économie et toute économie elle est sensible aux mauvaises nouvelles. Dire des choses comme ça, sans que cela puisse être vérifié, conflit agriculteur-éleveur et quelqu'un de loin, est-ce que je vais investir dans l'agriculture? Est-ce que je vais investir dans l'élevage avec toutes ces nouvelles qui circulent? Vous voyez, et on devait être prudent. Donc, moi je crois la solution résiderait dans des réflexions à mener pour la mise en place d'un document de stratégie, d'une planification, et qui serait donc mise à jour à chaque fois s'il y a besoin par rapport à la démographie, si on a des investissements jugés utiles, pour effectivement les placer dans tel ou tel. Donc voilà un peu ce que je pense. Docteur Adamou, il y a péril en la demeure, parce que là, il propose des solutions, entre autres, il faut la réflexion, alors que ça n'attend pas. Même il y a cela quelques jours, il y a eu encore le sang qui a coulé dans le Moyen Kivu Est, entre les éleveurs et les agriculteurs, même s'il ne faut pas les nommer. Est-ce qu'il n'y a pas de solution durable et immédiate? Moi, je pense qu'on a recentré le débat des conflits communautaires sur l'agriculture et l'éleveur. Alors que ça n'est pas simplement la cause principale. Nous avons dit qu'il y a plusieurs causes, mais nous avons recentré le débat sur le conflit agriculteur-éleveur, qui est l'une des causes, effectivement, des conflits communautaires. Mais on a laissé certains éléments qui sont essentiels. Oui, lesquels? On peut les relever. Tout de suite, là, quand nous étions en train de parler de la vengeance, et il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va complètement éradiquer les conflits. Jamais, impossible, il ne faut pas se mentir. On ne peut jamais éradiquer un conflit dans le monde. Le conflit est une inhérence. Les hommes vivent avec des conflits. Mais lorsque c'est la manière, dans certains pays sahéliens, dont le Tchad, c'est la manière de la gérer. C'est la gestion, effectivement, de ces conflits qu'il faut présager. Mais qu'est-ce que vous proposez pour désamorcer dans l'œuf ces conflits latents? Mais dehors déjà qu'il y a une conception négative de l'autre. Lorsque vous vous dites supérieur à l'un, lorsque vous regardez l'autre comme inférieur à vous et que vous pouvez le tuer comme vous le voulez et que vous pourriez, n'est-ce pas, payer et passer. Vous vous en passez de la loi, vous vous en passez du droit, vous vous en passez de la justice. Même quand on vous arrête, on vous libère. Il suffit d'un coup de téléphone. Il suffit, n'est-ce pas, d'une intervention quelconque, on vous libère. Voilà les vraies causes des conflits communautaires. Un état de droit est un état fondé sur la loi, est un état fondé sur les institutions de la République, qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Chacun, en ce qui le concerne, doit faire de sorte que la loi qui est rédigée, qui est élaborée, soit appliquée et que le juge, qui est celui censé sanctionner celui qui enfreint cette loi, le fasse. Et que celui-ci n'arrive pas à le faire simplement parce qu'on l'a appelé, c'est parce qu'il y a une autorité, comment on appelle ça, coutumière, qui a dit non, c'est bon, c'est une affaire communautaire, on va la régler entre nous, sachant que il y aura récidive. Alors, il faut qu'il y ait la justice. Et cette justice, on doit juger les gens et les condamner. Une personne qui a tué, on l'a condamnée pour cela, mais il faudrait qu'elle purge sa peine. C'est ça qui va donner de l'exemple. On dit que la prison, n'est-ce pas, est une nouvelle école. Mais lorsque cette nouvelle école, vous ne la finissez pas, quelle est la leçon à apprendre? Les valeurs humaines doivent dominer sur tous les autres intérêts. Mais lorsque nous plaçons les intérêts individuels, les intérêts politiques, les intérêts communautaires au devant de la vie humaine, et bien entendu, nous n'aurons pas une solution durable, cher M. Zotani. La solution durable, c'est le respect de la loi. Voilà, le respect de la loi. Vous, en tant qu'autorité coutumière traditionnelle, vous vivez dans votre chair cette situation et d'une manière ou d'une autre, vous êtes impliqué dans la résolution des conflits intercommunautaires. Alors, est-ce que vous avez des pistes de solutions durables à proposer? Oui, je pense que la justice est à la base de la construction d'un état de loi. Donc, c'est tout à fait normal. Les anglo-saxons le disent très bien, no justice, no peace. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Et nous, au niveau des autorités traditionnelles, nous avons un instrument très important, qui est la charte d'éthique et de bonne conduite. Comment les autorités traditionnelles doivent se conduire
chez eux, comment ils doivent traiter les différentes communautés qui se trouvent dans leur circonscription, comment ils doivent juger, parce que nous avons, disons, la conduite des règlements non judiciaires de conflits. Et donc, ce que nous disons, pour que les différentes communautés qui se trouvent dans votre circonscription puissent se sentir normalement comme dans tout un espace au niveau du Tchad, il faut que la justice rende, disons, un jugement équitable. Quand il y a des problèmes au niveau, disons, des communautés, il ne faut pas privilégier sa communauté par rapport à d'autres communautés qui existent également dans votre circonscription. Et ça, c'est ce que nous demandons et exigeons de la part des chefs de canton, parce qu'une fois qu'on aura rendu la justice, véritablement, le respect suivra. Et le Tchad est grand. Mais si ce travail qui est fait à la base dans les cantons, dans les villages, se multiplie, je crois qu'on aura fait un pas très grand en avance. L'équité, la justice, c'est fondamental. Oui. Et cela, si on demande à ce que les chefs le fassent, il faut que les communautés qui viennent et qui s'installent dans cette situation respectent les us et coutumes des communautés d'accueil. Comme ça, véritablement, on aura rendu un grand service au peuple tchadien, à la base. Il y a la chose également qui va peut-être impacter de manière durable sur l'acceptation des uns et des autres. Il faut travailler avec les enfants à la base. Il faut que les chefs tournent la tête et regardent comment les familles éduquent leurs enfants. Les enfants de toutes les communautés. Il ne faut pas que certains disent que, voilà, avant, quand des enfants se battaient, n'importe qui allait, les prenait, les chicotait et puis les renvoyait. Et ça, il n'y avait aucun problème. Les parents trouvaient que c'était normal parce qu'on le fait pour que les enfants puissent se respecter et pour que les enfants n'aillent pas. Mais maintenant, si vous le faites, vous allez avoir peut-être des parents sur le dos. Pourquoi tu as chicoté mon enfant? Pourquoi tu as fait ceci? Et donc déjà, on a donné un très mauvais exemple à l'éducation des enfants. Il faut que les chefs reviennent, disons, sur cette base initiale pour dire que les parents doivent être, disons, des bons éducateurs et il faut qu'ils tournent l'œil pour voir si les enfants sont éduqués pour que demain ils puissent intégrer la société. Nous sommes en train de vouloir construire le Tchad État-nation. Et donc, nous devons commencer à la base, dans nos villages et dans nos cantons. Et notre charte d'éthique et de bonne conduite y tient compte et nous veillons. Donc, nous avons besoin, disons, de faire une bonne vulgarisation de ce document dans les villages, dans les cantons, de manière à ce que, véritablement, les chefs de canton soient à la base de ce programme qui va initier quand même une certaine justice à la base. C'est ce que nous demandons. Oui, il y a aussi un autre aspect, hein, la détention des armes. Oui, la détention des armes. Non, mais les armes, ça, c'est les militaires qui les détiennent. Il est interdit aux civils de détenir des armes de guerre. Oui. Parce qu'il n'y a que les militaires reconnus, des militaires, qui ont le droit de détenir. Mais ça, maintenant, c'est un travail au niveau de l'État. Des pilotes autorités de l'État qui doivent faire en sorte que toute personne civile qui détient des armes doit être désarmée. Doit être désarmée. Et on doit lui demander d'où détiens-tu cette arme-là? Comment tu as fait pour le détenir? Ouais. Et c'est ça, parce que l'arme de guerre, ce n'est pas une arme qu'un civil doit détenir. Ça, il faut les mettre au niveau de la caserne et les garder soigneusement de manière à ce qu'un civil ne puisse pas, disons, être au contact, disons, des armes de guerre. C'est interdit. Oui. En 30 secondes, puisque nous avançons vers la fin de l'émission. Effectivement, soutenir la position du chef par rapport à l'éducation. C'est fondamental. Nous, quand on était gosses, on se battait tout le temps. Mais jamais il y a eu de bagarres communautaires pour dire que voilà, tel a tapé mon fils. Et donc, franchement, je suis très d'accord avec ces codes, mais qu'il faut donc plutôt inviter les chefs des cantons et les chefs... il faut les former à ce qu'ils communiquent à leur communauté des bonnes informations, des bonnes formations
pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans le sens de la protection de la citoyenneté. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, sur la question du port d'armes. Mais attendez, qui ne sait pas qui a les armes ici? On va se promener là où il n'y a pas d'armes, on ramasse les haches, on ramasse les saguets, on ramasse les couteaux de jet et on laisse les vraies armes. Allez-y, juste là, au marché, juste là derrière la place de la Nation. Il y a un marché de vente d'armes. On vend les armes, on vend, n'est-ce pas, des gens militaires. Oui, est-ce que ces armes sont vendues aux civils? Mais quand c'est un marché, vous pensez quoi? C'est un marché. Je peux aller acheter l'arme au marché comme je veux. Oui. Dès lors que l'État lui-même laisse faire ces choses-là et on va arrêter des gens, on fait des fouilles, on nous arrête en route pour rien, alors qu'on sait qui détient les armes. Et nous allons donc finir avec le secrétaire général. Nous avons relevé parmi les facteurs, il y a les facteurs liés au changement climatique. Et est-ce qu'il y a des solutions pour peut-être amener la population à la résilience face à cette situation? Est-ce que l'État pourrait avoir les moyens de transformer les zones désertes en zones de pâturage ou autres pour essayer de résoudre d'une manière ou d'une autre cette situation de conflit intercommunautaire? Oui, transformer, c'est possible. Ouais. Et vous parlez de l'État. Oui, vous parlez de l'État, ce n'est pas n'importe quel acteur. L'État, il est capable sur toute chose. L'État a ses partenaires. Voilà, maintenant, c'est un problème de ressources. Parce que quand on arrive en Chine, le désert est transformé en zone... Tout à fait. On est bien capable de valoriser ces vastes espaces qu'on observe. Je disais tout à l'heure, c'est une question de ressources. Et l'État, qui devait effectivement se déployer suivant cette stratégie, il a des priorités malheureusement. Tout ce qu'on est en train d'évoquer, ça a un coût à l'État. Et il fallait donc qu'il se préoccupe d'abord de ces questions, déstabiliser vraiment la population avant de se tourner vers effectivement la transformation. Oui, c'est possible. Oui, mais sans la paix, sans avoir trouvé des solutions à ce problème de conflit éleveurs-agriculteurs, je pense que en tout cas, c'est une question prioritaire. C'est une question prioritaire. Oui. Il faut que... Voilà, c'est là où la population aussi doit aider l'État. Mais finalement, l'État, c'est qui? Et donc, pour moi... Quand on parle de l'État, on fait allusion au gouvernement. Voilà, on fait allusion au gouvernement. Et donc, la population, on va dire la grande masse, doit aider la population, effectivement, à l'aider. À l'aider à vivre en paix, à l'aider à effectivement produire, à l'aider à améliorer ses conditions de vie. Donc, la question des armes, tout ça, je crois que ce n'est pas encore aujourd'hui seulement qu'on va parler de détention d'armes. Les gourloums, là, c'est des armes, non? Voilà. Vous nous avez donné l'occasion, disons, de parler en profondeur des conflits intercommunautaires qui minent, disons, la vie des Tchadiens. Nous avons réfléchi et il y a des solutions. Il y a des solutions durables dont on a parlé, mais il y a un aspect qu'on a oublié, c'est qu'il est très important par rapport à la désertification. Il faut amener les Tchadiens à comprendre que la protection de ce qui existe déjà est très important. Il ne faut plus qu'il y ait du recul par rapport à nos forêts, par rapport, disons, à nos espaces. Et comment faire maintenant pour que le Tchadien comprenne qu'on doit changer de mentalité, on doit changer de paradigme de comportement par rapport, disons, à la crise de la biodiversité qui a été occasionnée et qui a fait qu'il y a un recul drastique, disons, de nos forêts, de nos pâturages et qui nous pose de sérieux problèmes actuellement. Ça, c'est une question de sensibilisation. Et dans ce document, qui est le document de référence de la chefferie traditionnelle produite en 2018, septembre 2018, c'est la charte d'éthique et de bonne conduite dans lequel nous reportons tout ce que les chefs de canton, les sultans doivent faire pour que la vie en communauté se fasse dans de bonnes conditions. Et là, on a également intégré là-dedans que le chef n'est pas seulement le garant des us et coutumes, mais le chef doit être également un artisan de la cohésion sociale, de la paix et de la cohabitation pacifique. Oui. Merci à vous qui avez accepté de venir participer à cette émission. Je rappelle tout simplement que vous êtes M. Haroun Moussa, secrétaire général du ministère de l'Élevage. Merci d'être venu participer à cette émission.
Nous tenons à vous remercier également, Sa Majesté Tamita Djingar. Vous êtes président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, président de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad également. Merci. Et docteur Adamou Oué, vous êtes enseignant-chercheur. Grâce à votre contribution, nous avons pu rehausser le niveau de ce débat. Merci également à vous. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de N'Djamena. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci à vous également d'avoir suivi de bout en bout ce débat. Au revoir.